Parfait. Eh bien, nous voici au complet pour la deuxième table ronde. Comment massifier et pérenniser les centres de reconditionnement. Donc, on va s'intéresser plus spécifiquement à la filière du reconditionnement. Un petit tour de table, comme toujours. On commence par Stéphanie. Morisset, bonjour. Vous êtes chef de projet économie circulaire et solidaire au sein de la métropole du Grand Paris. Comment résumer vos fonctions en une phrase ou deux? Je suis responsable de l'équipe économie circulaire et solidaire qui comprend 6 personnes, dont 3 dédiées au réemploi et au bâtiment circulaire et à l'aménagement circulaire. Parfait. À votre droite, Bertrand Bousquet, bienvenue, bonjour. Vous êtes responsable d'économie circulaire et Big Immobilier. Je sais qu'il y a autant d'entreprises que de définitions de l'économie circulaire. Donc, quelle est celle de Big Immobilier, en tout cas, un petit peu dans les grandes lignes, sa stratégie? Très rapidement, un petit tour du propriétaire. Ok, bonjour à toutes et tous. Donc du coup, l'économie circulaire pour Big Immobilier, c'est 3 grands piliers qui font écho à ce qu'on a dit précédemment. C'est l'accélération, sans trop de surprise, du réemploi dans toutes nos opérations. Et l'idée, c'est vraiment dans toutes. En 2, c'est la valorisation de la matière sur l'existant, avec toutes les stratégies en déconstruction sélective. Et en 3, on en a parlé, c'est l'économie circulaire de demain qui se prépare aujourd'hui. Cette logique d'éco-conception à l'échelle plutôt des ouvrages pour allonger la durée de vie. Parfait. Christian Garcia, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint de direction responsable département prévention risque et expertise au sein de Socobat. Alors, un mot sur Socobat et puis sur le lien avec le remploi. Alors oui, Socobat est un groupement d'intérêt économique du groupe SMA BTP, donc assureur. Et nous réalisons, nos actions sont tournées vers la prévention et le conseil d'assistance technique pour le groupe et bien sûr l'expertise aussi, l'expertise construction. Parfait. Et puis pour terminer ce tour de table, Marina da Silva Carvalho, bonsoir, bonjour. Vous êtes responsable du centre technique de Synéo. Absolument. Eh bien, vous connaissez déjà l'exercice. Je vais vous demander de me présenter Synéo en une phrase. Synéo, c'est une entreprise qui a pour objectif de faciliter et donc de massifier l'intégration d'économie circulaire et de réemploi dans la construction, en accompagnant avec un certain nombre de services et d'outils tous les acteurs de la construction, et notamment les filières, qui sont celles qui sont aujourd'hui et seront encore plus en mesure de le faire dans le futur, des matériaux de qualité et en quantité. Et je suis donc responsable du Centre technique des Ardoines, qui est un lieu qui accueille, qui héberge notamment des filières et leurs ateliers de production. Parfait. Alors, je vous propose d'organiser cette table ronde en 3 temps. D'abord, faire un petit peu un point sur l'existant dans vos métiers respectifs, ce qui marche pas, ce qu'il faut améliorer. Ensuite, évidemment, parler de Spirou et de comment une démarche Spirou, comme Spirou peut permettre d'aller plus loin. Et puis, enfin, puisque ce sera aussi la dernière conversation de cette journée, savoir si vous êtes optimiste sur la suite de ces sujets-là. Commençons par les centres et filières. On va peut-être commencer avec vous, Marina, puisque vous avez le micro. Voilà. Comment présenter un petit peu cette notion de reconditionnement, comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui est un peu plus difficile? Quels sont les freins? Expliquez-nous un petit peu la vie de Synéo sur ces sujets. Alors les freins dans le reconditionnement, ils sont multiples. Mobius en parlait, il y a les sujets de logistique, il y a des sujets d'efficacité des lieux de production. Et donc nous, on s'est vraiment positionné en facilitateur de ce côté-là, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de confier aux filières le job de reconditionner, vraiment de se spécialiser dans la valorisation de matière. Et de notre côté, nous, de les accompagner sur tous les aspects annexes qui peuvent être de la logistique, de la recherche de lieux de production, des espaces d'exposition, des espaces de formation, etc. Vous m'avez dit en préparant cette conférence, on est entre un centre de reconditionnement et un centre de coworking. Alors expliquez-nous pourquoi. Alors on est un peu comme une pépinière ou un coworking pour des filières de reconditionnement qui en fait mettent en commun des lieux comme des lieux dont on a tous besoin, des sanitaires, des cafétérias, etc. Mais également des lieux de stockage, des lieux tertiaires comme des bureaux. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en commun un certain nombre d'usages pour se concentrer vraiment sur la production et le reconditionnement. Donc pour vous, le portrait robot d'un centre qui marche, c'est un centre justement qui fait cohabiter ces différentes filières?
Absolument. Et qui, voilà, je pense que on est plus fort en équipe. Et alors, bien sûr, quand l'espace le permet, pouvoir se mettre en commun permet d'avoir peut-être des services annexes de meilleure qualité, d'avoir également une visibilité qui est autre. On sait que le centre technique des Ardennes, il est très visité. Donc, c'est l'occasion de rencontrer les filières, mais aussi de rencontrer d'autres filières qui peuvent exposer sur des espaces d'exposition. Voilà. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire venir des gens pour par exemple, des formations et de les faire se former au plus près des filières qui reconditionnent. Voilà, et de ne pas être que dans la théorie, mais aussi de rencontrer le même jour ces personnes qui, au quotidien, font l'économie circulaire. Très clair. Christian Garcia, que vous êtes à côté de Marina, je vous passe la parole. Alors, vous m'avez dit, les centres de reconditionnement, il y a déjà un problème, ils ne sont pas assez nombreux. Alors, est-ce que c'est le premier frein? Est-ce qu'il y en a d'autres? Expliquez-nous tout ça. Oui, alors déjà au niveau du nombre, je pense qu'aujourd'hui, ils ont un rôle stratégique, puisque pour faire du réemploi, il faut de la ressource. Ça paraît une évidence, mais aujourd'hui, c'est bien là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver de la ressource. Ensuite, il faut que cette ressource puisse être reconditionnée. Effectivement, là, on parle bien de centre de reconditionnement. Ce n'est pas une plateforme de stockage. On va remettre à niveau des produits. Et donc, qui dit remise à niveau, dit derrière compétences des acteurs, dit aussi peut-être formation, accompagnement en formation. Peut-être éviter, ça c'est notre regard au niveau de ce qu'on peut voir, et ça a été dit tout à l'heure par Orac, voilà, l'intérêt c'est de peut-être se spécialiser, donc ça facilite la formation, ça facilite la montée en compétences, alors que de vouloir tout faire, ça complexifiera. Clairement, cette montée en compétences et aussi en tout cas, il faut des gens qualifiés sur chaque filière. Absolument, et ça sera indispensable, et c'est un élément, en tout cas du point de vue assurantiel, pour pouvoir, bien évidemment, il faudra aussi assurer, accompagner par l'assurance ces acteurs-là, qui sont des acteurs stratégiques. Et donc, bien évidemment, pour pouvoir les accompagner, effectivement, il faudra derrière s'assurer qu'on ait des gens compétents et correctement formés. Pour un assureur, ce qui se passe dans ces centres, pour faire le lien avec la table ronde de tout à l'heure, c'est vraiment la notion de traçabilité, c'est vraiment le sujet clé. Alors, la traçabilité, c'est un enjeu fondamental. C'est-à-dire que la traçabilité, aujourd'hui, la traçabilité est introduite dans la loi AGEC, à l'article 51, au niveau du diagnostic PEMD. Donc, quand on est sur de la traçabilité amont, au niveau du diagnostiqueur, et ce que je vois aujourd'hui dans le rôle des centres de conditionnement, c'est qu'ils ont un rôle clé justement pour la transmission de cette traçabilité après jusqu'au projet dans lequel les matériaux vont être réemployés. Et cette bascule-là, c'est bien eux qui seront le cœur de ce dispositif, le cœur de ce système. Et ils ont un réel rôle à jouer de ce point de vue-là pour finalement assurer ce point clé qui est la traçabilité et qui va contribuer finalement à apporter de la lisibilité, à clarifier le sujet du réemploi aujourd'hui en France. Parfait. Je me tourne vers vous, Bertrand. En préparant cette conférence, vous m'avez dit nous, on préfère parler de filière que de centre. Alors, quelle est la différence pour vous et comment ça se passe le reconditionnement? Disons que ça va dans la même logique de structuration de la démarche. On en a parlé précédemment de professionnalisation. Là, aujourd'hui, on est quand même dans une étape où le réemploi doit être vu comme des pratiques professionnelles avec des process, avec des garanties, etc. Donc, nous, effectivement, l'idée, c'est de se dire le constat après quelques années, c'est sortir d'une logique du sur-mesure de la dentelle sur chaque opération pour essayer de structurer dès en amont une approche qu'on a exprimée à travers une stratégie économie circulaire pour se dire on va shortlister un certain nombre de produits, équipements, matériaux et on va s'adresser à des acteurs qui peuvent proposer de manière structurée cette offre pour essayer de s'approcher d'une offre un peu packagée en neuf, ce qui facilite, ce qui rassure nous en interne, conception, équipe opérationnelle, acheteur, et qui permet aussi d'apporter des garanties aux côtés des acteurs de la maîtrise du risque. Voilà. Donc c'est la petite notion que vous précisez. Alors, j'ai fait une mauvaise blague tout à l'heure sur les briques de réemploi, mais vous, un de vos sujets, projet emblématique, c'est sur la brique. Alors, expliquez-nous peut-être en quelques mots comment s'est passé ce projet et justement en quoi il est emblématique de ce qu'on peut faire aujourd'hui sur du réemploi et avec ces centres de reconditionnement. Pas de mauvaise blague sur la brique de réemploi. Bien sûr que non. Vous en avez vu les illustrations, donc du coup, on est hyper content là sur le guide Spiro sur la brique. C'est un projet donc du coup qui se situe en Île-de-France, à Pierrefitte-sur-Seine, dans le 92.
93 sur le territoire de l'EPT Plaine Commune. Conception en 2019, donc quand même en termes d'économie circulaire, on est quand même à quelques mondes de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et il a été décidé, ça a été très porté, il faut le reconnaître, par l'architecte, BFV Architecture, de vêtir avec un mur, une double peau, une résidence étudiante sur 1000 m², quasiment 1000 m² de façade en R+5. De briques de réemploi. Ça n'a pas été sans mal, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de guide Spirou, il n'y avait pas de démarche structurée, et du coup, le projet a fait vraiment office d'expérimentation. Je vais assez vite dessus, mais il a fallu 3 identifications de gisements qui se sont progressivement, géographiquement éloignés du lieu, pour finalement trouver la bonne filière, qui, je spoil du coup la fin, se situe hors des frontières françaises, puisqu'il s'agit... Mais pas très loin. Pas très loin. Il s'agit d'un centre de reconditionnement aux Pays-Bas qui a pu apporter les garanties, la fiche technique, et du coup qui venait valider tous les essais techniques qui ont permis de valider le passage en bureau de contrôle technique et au niveau de l'assurance. Voilà. Et est-ce qu'on peut le voir, ce bâtiment? Il est sorti de terre? Évidemment, je vous invite d'ailleurs à aller le voir. Hein. Donc, du coup, vous avez quelques transports à prendre parce que on est quand même plus au nord de France, Pierrefitte-sur-Seine, beau bâtiment vêtu en briques et qui fait écho au passé un petit peu ouvrier aussi, donc qui s'inscrit vraiment pleinement dans la ville. Voilà. Parfait. Stéphanie, parlons de la métropole du Grand Paris, une intercommunalité qui est au service des communes. Alors, vous, l'enjeu de ces centres, c'est de mailler ce grand territoire avec plein de centres. C'est un peu l'idée qu'on pourrait s'en faire a priori. Est-ce que c'est ça? La feuille de route de la métropole en matière de réemploi du bâtiment, c'est d'accompagner les communes et les EPT à l'intégration de matériaux de réemploi pour aller plus vite, plus loin, plus fort sur le réemploi. Et on partage le constat qui a déjà été évoqué ici. On a besoin de plus de centres de réemploi. Lesquels, où, comment? On s'est appuyé sur une étude qu'on a menée conjointement avec le booster du réemploi pour identifier quelles étaient les filières, pour faire plaisir à monsieur, ou les produits ou les familles de produits sur lesquels il y avait encore besoin de mettre en place des centres de reconditionnement. Donc on a identifié plusieurs familles de produits sur lesquels il y avait une offre existante qui peut être renforcée. On a parlé des moquettes tout à l'heure, mais il y a aussi les sanitaires et les mobiliers qui sont émergés comme familles de produits sur lesquels il y avait de l'offre, mais il y avait encore de la marge de progression, et des filières nouvelles avec un haut potentiel, donc briques, charpents de bois et dalles gravillonnées, entre autres. On n'a pas parlé des partitions, je ne sais plus qui a posé la question sur les partitions plus tôt. Mais donc sur la base de ce diagnostic, on s'est dit où implanter ces centres de réemploi. Donc on fait des études sur le foncier. Votre première question, c'était qu'est-ce qui marche moins bien. Sur le foncier, on constate que nous, en tant qu'acteurs publics, c'est difficile d'être suffisamment rapide, notamment sur de l'occupation temporaire. Oui, pour réagir à la demande. Pour réagir, voilà, pour mettre en place un centre, trouver les financements publics, le temps que ça se mette en place. Généralement, quelqu'un d'autre s'est saisi du foncier. Mais donc là, on essaie d'aborder le sujet différemment en trouvant des modalités de financement pour faire baisser le coût du foncier. Le coût du foncier pour ces acteurs, notamment en ESS, qui ont du mal à supporter le coût du foncier en Ile-de-France. Et si je fais le lien avec la table ronde précédente, on a parlé de traçabilité, de qualité. Ça, c'est des préoccupations aussi pour les communes que vous accompagnez. Évidemment, pour elles, c'est des sujets. Bien sûr, on les accompagne aussi sur la... Il y a un vrai besoin d'expertise. Il y a des EPT qui sont très en avance, Planeco est extrêmement en avance sur ces sujets-là. Les autres ont besoin d'être encore accompagnés sur la rédaction, l'intégration de clauses d'économie circulaire dans leur CCTP. Parfait. Bon, on a bien compris ce que vous faisiez, votre regard sur ces centres de reconditionnement, sur cette question du reconditionnement. Bon, maintenant, on va se poser la question de comment on fait pour massifier et pérenniser ces centres. Alors, qui veut se lancer? Qui a des idées là-dessus? Peut-être Christian. Je vais commencer. Alors, le mot a été prononcé tout à l'heure, il s'agit du mot confiance. Je crois qu'aujourd'hui, si on souhaite massifier, il faut donner confiance aux acteurs sur le sujet du réemploi. Donc pour les centres de conditionnement, la confiance, il faut qu'elle soit lisible. Il faut que chacun puisse l'identifier. Et ça passe par des signes de qualité. Donc il faut aujourd'hui, je pense que c'est vraiment des actions à lancer assez rapidement. Voilà, il faut que les centres de conditionnement aillent assez rapidement vers des démarches qualité pour pouvoir rendre justement ces signes lisibles pour l'ensemble des acteurs, donner confiance aux maîtres d'ouvrage, aux entreprises qui vont mettre en œuvre ces matériaux, aussi aux assureurs, bien évidemment, au bureau de contrôle.
Et ça, je pense que c'est un des critères essentiels pour moi pour aller vers la massification. C'est instaurer la confiance. Et le projet Spirou, il peut contribuer à cette confiance? Alors, bien sûr, parce que quand on parle de démarche qualité, bien évidemment, on va s'appuyer sur des référentiels techniques. Et Spirou vont clairement contribuer et aider à établir ces référentiels. D'autres acteurs, on a vu tout à l'heure Oracle, c'est typiquement ce qu'ils ont fait. Ils se sont assis sur voilà, quelles sont les performances que je dois identifier, voilà, comment je les qualifie, etc. Donc tout ça, voilà, c'est un process qui est bien identifié, bien tracé. Donc là, on n'est plus sur une démarche qualité, peut-être aujourd'hui, avant de parler de démarche qualité produit ou de certification produit, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore mûr, la filière n'est pas encore mûre pour aller vers ce type d'action. Prenons le temps, allons-y étape par étape. Moi, ce qui me semble important, c'est déjà de qualifier les démarches qualité process de chaque centre de conditionnement. Et une fois qu'on aura fait ça, après, dans une deuxième étape, pour l'avenir, on parlera de certification produit. Parfait. Marina, vous m'avez dit, être une filière de reconditionnement, c'est un métier. Gérer un espace, c'est un autre métier. Exactement. C'est peut-être une façon de massifier aussi. Tout à fait. En fait, en facilitant un certain nombre de points, de difficultés que les reconditionneurs et les filières peuvent rencontrer, en fait, ça leur permettre de se concentrer sur leur business plan, sur la performance du produit. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup à cœur chez Syneo. C'est leur apporter, en massifiant en fait en mettant en commun un certain nombre d'outils, comme par exemple la logistique. Et ben ça, c'est autant de choses qui sont en moins à gérer pour eux, pour se concentrer sur ce qui est vraiment leur cœur de métier. Et sur la massification, je voulais aussi rebondir sur, quelqu'un parlait de sobriété foncière. Je pense que les centres de reconditionnement, c'est aussi une très belle opportunité de réinvestir un certain nombre de lieux industriels dans les cœurs de ville et les cœurs de métropole, justement pour les redensifier, pour les remassifier. Nous, on est sur un local, une halle de la SNCF, Technicentre des Ardoines, qui a été abandonnée depuis une trentaine d'années et qui, grâce à ce centre de reconditionnement, en fait, revoit le jour, revoit une activité productive au cœur de l'Île-de-France. Et donc ça, c'est aussi le patrimoine industriel aujourd'hui qui est délaissé et une magnifique opportunité pour la massification des centres de reconditionnement. Et sur le projet Spirou, quel est votre regard avec votre expertise et votre expérience? Alors le projet Spirou, pour moi, c'est une super opportunité pour que des filières se lancent, que les filières qui se sont lancées puissent se professionnaliser et que celles qui se lancent, du coup, puissent se dire, bon, alors il y a quelque chose à faire là-dessus, je vais me spécialiser sur telle famille. Mais en fait, c'est très compliqué parce que si je vais réussir à me lancer sur le reconditionnement de telle ou telle matière ou famille de matières ou de matériaux, en fait, il faut que je sois accompagnée sur tous les aspects. Je reviens sur ces aspects annexes de trouver un foncier, de trouver le bon logisticien, de trouver le bon espace. Et ça, je pense que c'est le travail c'est un autre travail qui est celui de la gestion de centre, voilà. que vous incarnez notamment. Exactement. Parfait. Eh bien, continuons ce tour de table. Bertrand, Stéphanie, qui se lance sur la massification. Allez, Stéphanie, vous avez le micro. Je vais faire le lien avec ce que disait monsieur sur l'importance de standardiser les processus et de porter un intérêt sur les processus du reconditionnement plutôt que sur les matières. Pour nous, c'est très complémentaire. Donc l'approche qu'a développé Spirou est très complémentaire de ce qu'on a lancé avec le CSTB. On a un programme de R&D avec le CSTB pour l'élaboration d'un signe de qualité sur les process des centres de reconditionnement, qui a été mené en collaboration avec 4 centres de réemploi de reconditionnement, Cycle Hub, Baticycle, Réavi et Oracle, pour les accompagner sur la documentation de leur processus, dans l'espoir aussi de renforcer la confiance du marché sur ces sujets, notamment les assureurs, dont on parle beaucoup depuis ce matin. Toujours, quand on parle de remploi, on parle voilà. toujours d'assurance. Et là, on en est au stade des audits blancs, et donc on espère pouvoir bientôt passer à une phase de déploiement et de diffusion de ce signe de qualité à l'ensemble des acteurs de la filière. On parlait avec GCC de l'importance du numérique. Je crois que vous avez aussi une approche un peu numérique sur ces sujets. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Oui, alors on accompagne les communes dans l'élaboration de la demande, on accompagne les centres de réemploi sur le volet donc offre de réemploi,
Et à un moment, il faut bien que l'offre et la demande se rencontrent. Donc en fait, on est partie prenante d'un projet européen qui a développé un outil BTP Match qui a été porté initialement par Plenco, Est Ensemble et Paris. Donc c'est un agrégateur d'outils numériques. Ce n'est pas vraiment le bon coin du réemploi. On ne va pas acheter des choses directement sur BTP Match, mais il va absorber de la donnée, des Cycle Hub, des Swap, des Redificars, et on peut aussi saisir en direct de l'expression d'offres et de demandes. Donc c'est un outil public qui permettra aussi pour les décideurs publics d'avoir des données en matière de tonnes de CO2 évitées, de tonnes de déchets évités. Voilà. Parfait, très bien. Merci pour cette précision. Bertrand, même question. Comment, à partir de Spirou notamment, massifier demain ces reconditionnements? Alors, là, je dirais que là, le rôle de la maîtrise d'ouvrage, elle est d'amorcer la pompe sur la partie réemploi, d'être ce déclic et de cette prescription, ce que nous a notamment aidé à faire le booster d'emploi depuis qu'on est membre. Et du coup, c'est d'aller s'adresser dans la logique que je disais de structuration, de professionnalisation de l'approche et de la démarche, d'aller s'adresser à ces centres de reconditionnement qui vont jouer le rôle un peu d'ensemblier sur un territoire, d'outils, de filières qui vont les aider à mutualiser. Et nous, ça va aussi faciliter, ça va être un canal unique pour pouvoir le faire. Et je dirais par ailleurs, il y a aussi un objectif pédagogique. Hein. Moi, dans mon rôle, j'imagine que c'est le cas aussi. Vous, il y a à convaincre en interne, ce qui n'est pas une masse à faire, mais d'embarquer de la conduite du changement. Elle passe aussi par montrer des lieux qui existent, où on va avoir du showroom de produits, équipements, matériaux, et où on va voir comment ça fonctionne, et il n'y a absolument aucune différence entre du neuf et du remploi. Donc, moi, il y a vraiment, pour avoir fait passer une centaine de personnes maintenant, chez Cinéo notamment, il y a un avant et un après. Et oui, c'est concret, oui, c'est possible, et on a envie de le faire après. Le lien avec Spirou, du coup, le projet de Pierrefitte dont on a parlé, on fait un cas d'étude sur Spirou. Et l'idée, c'est que là, on en a un autre dans le sud, plus au sud, à Toulouse, où là, il ne s'agit plus de briques du Nord, mais de briques toulousaines, foraines. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser le guide, justement, pour essayer de structurer et d'accélérer très nettement ce qu'on aurait mis un temps incommensurable à faire. Et on est d'ailleurs en lien, en échange sur le sujet, en partie avec le CSTB. Et puis, vous m'avez glissé une dernière méthode pour massifier qui tombe sous le sens, mais on ne l'a pas trop dit. Il faut des commandes récurrentes aussi, puisque plus il y aura de commandes récurrentes, plus forcément le reconditionnement et toute la chaîne derrière va s'accélérer. Ouais, c'est ce que je disais quand je disais que voilà, on a ce rôle de prescription et d'amorcer effectivement et de donner de la visibilité. Alors ça, c'est un jeu dans les deux sens, mais à un moment donné, effectivement, il y a un devoir d'expérimentation pour voir, dire voilà, ça fonctionne, on commande suffisamment de volume pour que derrière, les acteurs et toute la chaîne de valeur puissent se structurer effectivement en fonction. Parfait. Nous allons terminer cette table ronde et un peu cet après-midi par un petit vent d'optimisme. Je me suis un naturel optimiste, donc j'avais envie de finir sur ce message-là, avec peut-être un dernier tour de table sur le thème. Voilà, peut-on être optimiste? Est-ce que vous, dans vos métiers respectifs, vous voyez des signaux qui nous font dire que demain, ça sera bien, pour le résumer autrement? Stéphanie, je crois que vous devez nous quitter rapidement, donc on va peut-être commencer par vous sur ce sujet-là. Quels sont peut-être les signaux faibles que vous identifiez pour croire en l'avenir? Si vous croyez en l'avenir, évidemment, je ne vais pas vous faire répondre à votre place. On est forcément optimiste dans nos métiers, sinon on fait un autre métier. Je dirais qu'on voit une convergence de points positifs qui nous donnent des raisons tangibles d'être optimistes. On voit l'évolution des prescriptions. On accompagne la métropole, on a créé un club de la construction circulaire où on voit des déconstructeurs, des constructeurs, des architectes, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, et on sent qu'il y a des signes positifs et on voit de plus en plus de cahiers des charges qui intègrent le réemploi. On sait que je renvoie des fleurs à Plenco aujourd'hui, mais j'espère qu'ils sont là ou qu'ils nous regardent. Hein. Pas. On leur dira. Mais sur l'intégration du 1%, c'est monsieur Sayeb qui mentionnait 1% du montant du chantier consacré au réemploi. C'est un signe moteur, et d'autres prescripteurs publics leur emboîtent le pas. Et on voit aussi une structuration des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui nous tiennent particulièrement à cœur, avec une professionnalisation de ces métiers qui laisse augurer d'un essor du réemploi sous peu.
Parfait, merci. On vous libère, Stéphanie, si vous devez nous quitter. Bertrand, voilà, même question, les signaux d'optimisme. Je voudrais quand même donner les coulisses de cette conférence. Vous m'avez dit, au tout début de notre première chambre, vous m'avez dit, parfois on prend plus de murs que de portes ouvertes. Alors je pense que vous croisez quand même quelques portes ouvertes de temps en temps. Oui, tout à fait. Bien sûr, il y a plein de raisons d'être optimiste. D'abord parce qu'on a de plus en plus d'opérations simplement qui sont livrées aujourd'hui, qui ont intégré, qui sont autant d'exemples concrets et qui valent tous les PowerPoint du monde. C'est tangible, c'est concret, on l'a fait et donc on peut faire et on peut faire mieux. Donc ça, moi je crois beaucoup à cette approche très, très pratique, très opérationnelle. Après, on commence à aborder aujourd'hui des produits équipements matériaux qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Il y a des première réflexion sur le réemploi d'ascenseurs, de PV reconditionnés, etc. Voilà, des éléments structurels. Et puis après, il y a cette idée de pouvoir aborder ça, on l'a dit, non plus dans une simple logique, avec des guillemets, logique de réemploi, mais dans une logique de comment est-ce qu'on anticipe le réemploi de demain, notamment à travers ces réflexions sur l'adaptabilité, la réversibilité, la démontabilité. Et puis dès le début de la vie du projet. Exactement. Et on a un alignement des planètes entre une maturité d'acteurs croissante, un alignement réglementaire qui nous pousse aussi, et une envie des collectivités territoriales qui nous fait dire que bien sûr. Ouais. Parfait. Même question pour vous, Christian. Et on terminera avec Marina. Alors sur l'optimisme, oui, il faut être optimiste sur le réemploi. De toute façon, il sera incontournable. Donc il faut faire avec, il faut du point de vue assurance accompagner. Donc il faut qu'on ait tous les leviers nécessaires et suffisants pour pouvoir accompagner en toute sécurité. Alors c'est vrai qu'on cite souvent les assureurs, mais je voudrais juste rappeler que le sujet de la qualité concerne tous les acteurs et pas que les assureurs. Les assureurs ont un regard spécifique sur la non-qualité, mais la qualité, c'est l'affaire de tous. Et donc tout le monde doit effectivement participer. Et aujourd'hui, ce qui me rend optimiste, c'est qu'il y a une réelle appropriation des acteurs, effectivement, de ce sujet-là, pour aller justement vers des signes de qualité, pour aller vers des démarches construites. On le voit au niveau des opérations, au niveau des pièces de marché. Voilà, on a des pièces de marché qui commencent à être très structurées et qui, nous, en termes de maîtrise de risque, voilà, nous satisfont pleinement, ce qui n'était pas le cas il y a 7 ans, quoi. Voilà. Parfait. Marina, Sino, vous êtes évidemment des optimistes et des convaincus du réemploi, mais est-ce que vous commencez à croiser des gens qui étaient moins convaincus et qui toquent à la porte de vos centres? Beaucoup de gens qui sont sceptiques en arrivant et qui, en voyant les centres, enfin, voyant vraiment les ateliers de production, en voyant la qualité des matériaux et de la matière qui en ressort, changent vraiment d'avis. En fait, le fait d'avoir un lieu physique qui est visitable, qui met en avant les produits, ça change beaucoup de choses dans la tête des gens. Il y a beaucoup de leviers comme l'acceptabilité sociale qui sont levés quand on rencontre physiquement ces filières. Et puis, évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Le réemploi, ce sera incontournable. C'est un levier de décarbonation des constructions qui est extrêmement puissant et qui est incontournable. Et puis, il y a aussi cette idée de situation gagnant-gagnant, en fait. On économise de la matière, du carbone, mais en plus de ça, on crée des emplois locaux. On rapatrie de la valeur qu'on avait beaucoup exportée. En fait, on la rapatrie sur nos territoires. Et en fait, l'un dans l'autre, je pense que c'est une économie qui a tout pour grossir et pour être vraiment, vraiment incontournable dans les années à venir. Parfait. On tient le mot de la fin de cette table ronde. On va passer aux questions. Est-ce que nous avons des questions dans la salle ? Oui, non. Et bien sinon, on peut... Ah, il y a une question juste devant. Bonjour. Bonjour. C'est pas une question, c'est une réflexion globale sur l'approche du réemploi. Voilà, donc moi, effectivement, j'ai un regard d'une trentaine d'années dans la construction. En fait, aujourd'hui, c'est l'esprit des gens qui a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tellement, depuis 30 ans, fait évoluer en pensant que du produit neuf, qu'on installe des produits neufs dans la construction. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir, et on réfléchit tous sociétalement, sur comment réutiliser, alors que ce soit des vêtements, du mobilier, des choses, et on retrouve un petit peu ce qu'on faisait il y a 30 ans, à réutiliser des sanitaires, à réutiliser des radiateurs, etc. Et à l'époque, on le faisait naturellement parce que ce n'était pas des problèmes d'assurance, c'était des problèmes dont on avait des filières.
de reconditionnement. On avait les fabricants qui pouvaient reconditionner, et donc les acteurs, les contractants de louage d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, avaient à côté de leur porte des gens qui pouvaient réemployer. Et ce que vous disiez sur la confiance et la lisibilité, c'était le cas. C'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage, il savait qu'il pouvait réutiliser, je vais citer une marque comme Chappé ou j'en sais rien, des radiateurs Chappé, parce qu'on savait reconditionner de la fonte, on savait dénipper, renipper. Aujourd'hui, on l'a perdu sur les siècles, les années, les dizaines d'années, et on le retrouve. Donc, effectivement, chez les assureurs, et on le voit, j'en fais partie, l'AQC pourrait mieux en parler que moi sur les 5OD, etc., et Socabat aussi, mais quand on regarde la sinistralité sur les ouvrages soumis à obligation d'assurance décennale, l'origine des sinistralités, elle n'est pas forcément l'objet comme référence, comme le produit de référence. C'est souvent une mauvaise mise en œuvre, c'est souvent des choses comme ça. Si on regarde le pourcentage des produits qui sont à l'origine d'un produit défectueux, qu'il soit neuf ou de réemploi, ce n'est pas la majorité des sinistralités qu'on peut constater. Donc effectivement, il y a un gros changement de philosophie à avoir. Et je pense qu'avec Spirou, comme d'autres projets européens, on commence à faire bouger les choses. Et les assureurs, et je rejoins ce que vous disiez, c'est qu'on fait partie de la chaîne et on essaie de faire avancer aussi les choses. Voilà. Merci beaucoup pour cette réaction. J'ai une question juste de rang derrière. Rebonjour. Rebonjour. J'ai une question pour Synéo. Je ne sais pas si vous aviez précisé les filières en fait qu'il y a chez vous, et je voulais savoir si ces filières-là c'est plutôt de l'innovation, et donc en gros on est en train de préfigurer des filières qui vont devoir un petit peu s'agrandir, ou d'ores et déjà elles sont fonctionnelles, il y a beaucoup de surfaces de stockage, de traitement, on les a déjà un peu industrialisées, et si c'est le cas, de savoir s'il y a des outillages qui sont communalisés, par exemple du décapage, des ateliers peinture, des éléments de test, notamment mécaniques, voilà. Alors, sur le centre des Ardoines, parce que c'est un des centres, hein, le Synéo ouvre un autre centre à Nantes, à Lille, à Toulouse et à Lyon en 2025. Donc sur celui des Ardennes, on accueille 3 entreprises. Une qui fait du Proclus, qui reconditionne des équipements techniques, beaucoup électriques, mais pas que, CVC. Une autre qui reconditionne de la moquette, c'est du sol souple, peu de sol PVC, mais surtout de la moquette. Et puis une menuiserie. Aujourd'hui, les activités des 3 n'ont rien en commun, si ce n'est les espaces de stockage, mais on peut envisager pour les futurs centres, effectivement, deux entreprises qui aient besoin des mêmes types de tests, où on pourrait mettre des zones de prototypage en place pour les prochains. En fait, chaque centre va s'adapter un peu aux demandes des filières locales. Voilà, c'est tout à fait envisageable. Et aujourd'hui, c'est des filières qui produisent. Hein. Elles sont, Proclus, c'est sa seule usine, donc tout ce qui sort de chez Proclus est vraiment produit aux Ardoines. Pour Textiflore, c'est un petit peu différent parce qu'ils ont déjà leur activité à Lille, et ça, c'est leur activité francilienne. Et pour IMEC, ils sont aussi 100% aux Ardoines, donc vraiment, ils produisent. On n'est pas du tout sur du prototypage. Très clair. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, au fond là-bas. Le micro marche vers vous. Bonsoir. Bonjour. Moi, je me demande, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre l'offre, donc le chantier de déconstruction, et la demande, le chantier où on veut faire du réemploi. Peut-être que ça passe par ces centres de reconditionnement, mais dans ce cas-là, comment il fait le lien entre le chantier de déconstruction et ce centre de reconditionnement? Et quand on est, enfin, je suis maîtrise d'œuvre, pour études façade, où on se pose des questions sur le réemploi, mais on fait de plus en plus in situ, parce qu'on fait beaucoup de réhabilitation, peut-être en litho existant, donc on se dit on va récupérer les choses, donc ça c'est assez simple, on a déjà le gisement sur place, mais on a aussi des choses qu'on sait qu'on pourrait réemployer, qu'on ne remploie pas sur place, et on ne sait pas à qui contacter, vers qui se tourner pour que ça aille dans les cycles de réemploi. C'est un peu cette interface en fait qui aujourd'hui peut-être manquerait, et peut-être je me trompe, mais on n'en a pas trop parlé aujourd'hui. Alors, Synéo, les centres techniques, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. En fait, notre objectif, c'est vraiment de mettre en relation, enfin d'animer cette communauté d'acteurs de la construction, et notamment de mettre en relation les gens qui ont des gisements et ceux qui en ont besoin, ou alors ceux qui ont besoin de produits finis, garantis, et ceux qui ont besoin de les poser. Donc, dans votre exemple, nous, c'est vraiment notre quotidien, c'est de mettre en relation le déconstructeur, alors même en amont avec les diagnostics PEMD, de tout de suite trouver les filières qui rachèteront cette matière pour la remettre dans des cycles de reconditionnement, que ce soit in situ ou ex situ. Parfait, merci beaucoup. Une dernière question peut-être en distanciel? Oui, on a une double question pour Synéo.
Cinéo devait ouvrir un centre en Hauts-de-France. Est-ce toujours d'actualité et est-ce que les espaces de stockage sont ouverts à d'autres structures ou seulement aux entreprises qui ont été citées? Alors, pas du tout. Première question, absolument. Il L'ouverture va à ouvrir. Lille, l'ouverture dans la métropole de Lille, elle est prévue au premier semestre 2025. Donc ça, c'est acté, le site est trouvé, etc. Et tous les espaces de logistique, c'est ça la question? Oui, en fait, pas du tout. C'est pas uniquement réservé aux entreprises qui produisent sur place, hein. Nous, on a 3 entreprises qui produisent, par exemple, aux Ardoines, mais on stocke des choses pour, je dirais, en ce moment, on doit avoir une quinzaine d'acteurs différents. On est vraiment ouvert à toute la communauté. Aujourd'hui, c'est 80 entreprises qui sont adhérentes à Cinéo et donc qui profitent des services, qui bénéficient des services. Donc, ils sont ouverts à toute entreprise, toute filière qui le souhaite. Parfait, merci beaucoup. Je crois qu'on va achever cette table ronde sur cette dernière question. Merci à tous les 4, tous les 3 avec nous cet après-midi. On peut vous applaudir, évidemment. Et cet après-midi s'achève, donc je vous invite évidemment, ceux qui sont avec nous à Paris, à rester pour le petit cocktail pour prolonger les discussions. De mon côté, j'aimerais quand même remercier les organisateurs qui m'ont confié cet événement, notamment Vincent et Alexia. Et puis je laisse la parole à Sylvain Laurenceau, directeur économie et ressources du CSTB, pour la conclusion de cet après-midi. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.